Le 23e forum du mécanisme africain d'évaluation par les pairs s'est tenu ce samedi à l'occasion des travaux du 25e sommet de l'Union africaine à Johannesburg. Les chefs d'État et de gouvernement réunis à cette rencontre ont longuement parlé de bonne gouvernance et de développement de l'Afrique. Fini la 39e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires OHADA. Elle a permis de plancher sur les questions relatives à l'examen de l'informatisation du registre du commerce du crédit immobilier. Plusieurs résolutions ont été enregistrées. Le président de la Commission électorale indépendante ivoirienne, CEI, en visite en France pour se rendre compte de l'avancée de l'enrôlement des Ivoiriens dans le cadre de la révision de la liste électorale de 2010. Youssouf Bakayoko s'est rendu dans le plus grand centre d'enrôlement de Paris. Et puis, à l'étranger toujours, la Grèce a envoyé aujourd'hui une délégation à Bruxelles pour négocier avec ses créanciers, l'Union européenne et le Fonds monétaire international, et éviter un défaut de paiement. Le gouvernement Tsipras s'attend à un compromis difficile. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Et puis l'invité de la page culture ce soir est Adam Konaté. Il est l'auteur de l'ouvrage intitulé Le Panthéon des présidents. C'est un roman de 197 pages qui retrace l'histoire de la Côte d'Ivoire avec les différentes successions à sa tête et les différentes crises que le pays a connues. Tous les détails autour de cette œuvre dans une demi-heure, ce sera dans la page culture. Tout d'abord, direction Johannesburg en Afrique du Sud. Le 23e forum du mécanisme africain d'évaluation par les pairs s'est tenu ce samedi à l'occasion des travaux du 25e sommet de l'Union africaine à Johannesburg. Les chefs d'État et de gouvernement réunis à cette rencontre ont longuement parlé de bonne gouvernance et de développement en Afrique. Conclave présidé par la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf, la correspondance de notre envoyé spécial, Jérôme Kofi Aboulin. Les travaux du 23e sommet du MAEP en deux étapes. La première marquée par une série d'allocutions. À la suite du président sud-africain Jacob Zuma qui a souhaité la bienvenue, plusieurs personnalités se sont succédées pour saluer la tenue de ce forum. Au nombre de ces personnalités, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Le chef de l'État ivoirien s'est dit déterminé à satisfaire tous les engagements après l'adhésion de la Côte d'Ivoire au MAEP en janvier 2015. Suite à notre adhésion le 29 janvier 2015 à Addis Abeba au mécanisme africain d'évaluation des pairs, après 10 années de crise en Côte d'Ivoire, et conformément aux recommandations des directives du MAEP, la Côte d'Ivoire a procédé au paiement de sa cotisation annuelle au budget 2015. Je voudrais indiquer que nous avons bien noté l'appel de Madame la Présidente concernant le renforcement du secrétariat et à cet effet, la Côte d'Ivoire envisage de faire une contribution exceptionnelle additionnelle avant la fin de cette année. Nous sommes désireux de tenir l'ensemble de nos engagements, les engagements auxquels nous avons souscrit dans le cadre de notre adhésion au MAEP. Après les allocutions, les travaux se sont poursuivis à huis clos. Une occasion pour les chefs d'État et de gouvernement de réfléchir sur des stratégies en vue de la bonne marche du MAEP. Mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP se veut avant tout un instrument pour la promotion de la bonne gouvernance en Afrique. Toute chose qui passe par la démocratie, la lutte contre la corruption, la protection des citoyens ainsi que la mise en place d'initiatives justes pour ne citer que ces valeurs-là. Créé en 2003, le MAEP compte 35 membres. 17 pays sur les 35 ont déjà fait l'objet d'auto-évaluation. Sur place ici en Côte d'Ivoire, les travaux de bitumage de l'axe Thiébissou-Didiévi ont été lancés hier par le Premier ministre. L'ouvrage, long de 42 km, devrait permettre de désenclaver cette région riche en potentialités économiques. À terme, cette route reliera la zone à la capitale politique, Yamoussoukro. Alexis Ouedraogo. 17 ans que le projet est énoncé. Cette fin de semaine, il prend forme sous le coup de pioche du chef du gouvernement. L'axe Thiébissou-Didiévi bitumé, une promesse faite en 2010 par le candidat Alassane Ouattara, candidat aux élections présidentielles. Cet engagement, il a réitéré à Didiévi le 11 décembre 2013 lors de sa mémorable visite d'État dans la région du Bélier. Cet engagement, il le tient ce jour à travers le lancement des travaux de bitumage de cet important axe routier qui reliera bientôt dans un état de confort les départements de Thiébissou et de Didiévi.
Qui dit mieux? 16 mois pour désenclaver ces localités, c'est la promesse du chef d'ouvrage. Les travaux qui vont démarrer aujourd'hui et qui consisteront au bitumage des 42 km reliant Tébissou à Didiévi en 2 fois 1 fois, vont permettre de faire le trajet en moins de 30 minutes, en saison sèche comme en saison de pluie, et permettront de traverser la quasi-totalité des localités que sont Lomobankoro, Koubi, Nimambo, Zitiessou, Aboblakoro pour s'achever à Didiévi. Le ministre Patrick Kachi a exhorté la population à la patience. Le chef du gouvernement, qui annonce le lancement de plusieurs autres chantiers, a assuré la volonté du gouvernement d'étendre le plus possible le bitume dans les villes de l'intérieur. Il s'agit de la route de l'Est. Abidjan, Abengourou, Bandoukou, Bouna, frontière du Burkina Faso. Ça, c'est la première route. Mais aussi, vous savez, l'autoroute du Nord, Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Ferké, Ouangolo, frontière du Burkina Faso, qui est le deuxième axe. Troisième axe, la route de l'Ouest, San Pedro, Daloa, Séguéla, Boundiali, Tengrela, frontière du Mali. À ces axes importants, il faut ajouter la création de nouvelles liaisons transfrontalières avec tous les pays voisins, notamment le Libéria, la Guinée et le Ghana. Notons que cet axe dessert plusieurs villes de l'Est de la Côte d'Ivoire et établit une connexion fluide entre les nationales A3 et A8 qui devrait faciliter la liaison avec les zones ouest du Ghana. La 39e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires, OHADA, a pris fin. Elle a permis de plancher sur les questions relatives à l'examen de l'informatisation du registre du commerce du crédit immobilier. Également, des résolutions ont été enregistrées. Aussi, la question de nomination aux différents postes internationaux de l'institution a été évoquée. Gabriel Zani. Une sobre clôture des travaux après 15 heures de réflexion et d'échange dans une des salles annexes de l'hôtel président. Les ministres de justice et des finances de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires ont passé au peigne fin les sujets prioritaires, notamment le fonctionnement des instances. Cette 39e session du Conseil des ministres démontre à suffisance le niveau de fraternité que nous avons pu développer au sein de ce Conseil, bien entendu, dans l'intérêt de notre organisation et de nos populations. Cette session nous a permis de prendre des résolutions et des décisions importantes pour l'organisation de l'OHADA, pour l'application des textes que nous prenons, des actes uniformes, mais surtout pour la cohésion de notre institution. Des instructions données au secrétaire permanent de l'OHADA pour diligenter la révision de plusieurs actes uniformes, notamment ceux portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif et organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises, selon le rapporteur général des travaux. Tout ce qui est l'informatisation, la sécurisation des actes judiciaires que la Côte d'Ivoire a entamé déjà depuis plusieurs mois, dont certains États vont y prendre exemple. L'harmonisation veut aussi dire que chaque État puisse fonctionner de façon égalitaire et surtout que le même droit soit appliqué partout. Pour le secrétaire permanent de l'OHADA, ces travaux sont des acquis énormes pour l'organisation. Il s'agit, après 21 ans de vie de l'OHADA, de faire le point, de voir ce qui poserait problème quant au fonctionnement normal et régulier des institutions. Et pour donner encore plus d'efficacité à cette organisation qui, tout le monde l'a dit, tout le monde le dit, a quand même produit beaucoup de résultats positifs. Des nominations au poste de directeur des ressources humaines de l'administration générale de l'OHADA, directeur financier et comptable et de juristes référendaires ont été faites au terme de la réunion. La France et les observateurs, comme les représentants de l'OIF, des partenaires techniques et financiers, ont apporté leur soutien à la réunion des ministres.
12 commissaires d'accès à l'information à la Cour d'appel d'Abidjan viennent de prêter serment. Ils prennent ainsi fonction au sein de la commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. L'éclairage de Patricia Omoetia. Sous la conduite du président de la Cour d'appel, les membres du Conseil de la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics entrent officiellement en fonction. Monsieur Kébé Yakouba, je le jure. La KIDP est une autorité administrative indépendante. Elle est présidée par Kébé Yakouba, journaliste, expert en communication, représentant le ministre chargé de la communication. Si vous, population, puisque vous êtes des journalistes, mais vous êtes quand même des citoyens, vous voulez aller chercher un document dans une administration publique et qu'on vous refuse ce document, vous savez où vous devez vous adresser. Donc là, on rentre dans l'application concrète de la loi. De sorte que si on vous refuse le document pour diverses raisons, vous avez une structure vers laquelle vous devez vous tourner pour protester. Et lorsque vous le faites par écrit et que cette structure, donc la KIDP, reçoit votre, à la limite, réclamation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrit à l'organisme. La commission a entre autres pour mission de permettre l'accès des citoyens aux informations et documents reconnus d'intérêt public détenus par l'administration afin de favoriser ainsi la transparence dans la gestion des affaires publiques de l'État. C'est par un décret pris en Conseil des ministres que les 12 membres de la KIDP ont été nommés. 10 ont prêté serment et les 2 autres membres absents pour mission à l'extérieur prêteront serment ultérieurement. Hier, c'était le top départ de l'opération de numérisation des documents et archives des fonctionnaires et agents de l'État, projet évidemment lancé par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative. Il sera mis en œuvre avec l'assistance technique de la SNDI, la Société nationale de développement informatique. Moussa Konaté. La gestion numérique des documents et archives est une étape importante dans la politique de modernisation de l'administration publique. Elle permet d'obtenir des données authentiques et sécurisées, de limiter les déplacements des fonctionnaires, mieux d'éviter les tracasseries et longues attentes dans le traitement des dossiers. La numérisation des documents et archives, une innovation de taille chère aux autorités ivoiriennes. Ce projet de numérisation des archives vise également à réduire la quantité documents papier à gérer. En outre, il permettra d'organiser la gestion des documents et du système d'archivage, facilitera la recherche de documents des fonctionnaires. De plus, il facilitera l'accès du fonctionnaire à son dossier personnel. L'archivage numérique entamé depuis mars 2013 n'a pris en compte que les nouveaux fonctionnaires. L'opération s'étend donc à l'ensemble des fonctionnaires en activité. Les anciens fonctionnaires, les 150 000 fonctionnaires qui avaient déjà leur dossier à la fonction publique, ce projet consiste à faire en sorte que leur dossier puisse être intégré comme si on les avait fabriqués de la même manière que pour les nouveaux fonctionnaires. Ça va consister, dans un premier temps, à scanner, archiver et à utiliser des outils informatiques, des logiciels pour pouvoir permettre leur utilisation avec le nouveau système. La gestion numérique des documents et archives présente d'énormes avantages pour l'amélioration de la qualité et de la productivité de l'administration publique. Pour sa mise en œuvre, l'expertise de la SNDI, Société nationale de développement informatique, a été sollicitée. Avant-hier a été célébrée la journée du partenariat scientifique ivoiro-suisse. L'événement a eu lieu dans les locaux de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Occasion pour les universitaires ivoiriens de renforcer leurs liens dans le domaine scientifique avec les Suisses et d'honorer également le professeur Marcel Tanner, grand artisan de ce partenariat. Issa Yeo, Franck Dio. Depuis 1951, la Côte d'Ivoire et la Suisse coopèrent dans le domaine de la recherche scientifique. Cette coopération a permis à plus de 200 étudiants-chercheurs ivoiriens d'obtenir des bourses d'études de la Suisse. Pour renforcer cette collaboration entre les deux États, le Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire, CSRS, et l'Université Félix Houphouët-Boigny ont organisé ce jeudi une journée en l'honneur de ce partenariat. Au menu de cette célébration, la remise du 8e prix CSRS Fonds Hermitage, une conférence sur la gouvernance de la recherche en Afrique et l'hommage au professeur Marcel Tanner. Le Centre suisse de recherche scientifique existe en Côte d'Ivoire depuis plus de 50 ans et ce partenariat s'est accru ces dernières années
Et là, pour cette semaine, nous célébrons la pérennisation de ce partenariat. Nous rendons hommage ce jour au professeur Marcel Tanner, qui a beaucoup œuvré pour ce partenariat et qui a beaucoup apporté également au rayonnement du centre suisse. C'est un partenariat particulièrement fructueux qui profite à tout le monde, qui profite à la Côte d'Ivoire, mais aussi à l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire gagne beaucoup dans ce partenariat, dans la formation des chercheurs sont suivis et qui sont financés par les projets suisses. Grand artisan de la coopération scientifique ivoiro-suisse, le professeur Marcel Tanner, heureux de cette distinction, a marqué sa fierté de voir l'évolution de la science en Côte d'Ivoire. J'ai développé la recherche pendant toutes ces années des événements et ça maintenant porte des fruits parce que la Côte d'Ivoire se place bien, pas seulement pour la Côte d'Ivoire en soi, mais pour la région et les contributions que la science en Côte d'Ivoire fait pour la sous-région, même pour l'Afrique et le monde. L'État du Côte d'Ivoire s'est associé aux universitaires pour reconnaître les mérites du professeur Marcel Tanner. Ainsi, il a été fait officier de l'ordre du mérite ivoirien pour sa contribution à l'avancée de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Le groupe de recherche et action pour la conservation des primates à l'est du fleuve Sassandra, vainqueur du 8e prix CSRS Fonds Hermitage, a quant à lui reçu la somme de 15 000 francs suisses, environ 9,5 millions de francs CFA. Troisième titre de ce 20h, le président de la Commission électorale indépendante, CEI, en visite en France pour se rendre compte de l'avancée de l'enrôlement des Ivoiriens dans le cadre de la révision de la liste électorale de 2010. Youssouf Bakayoko s'est rendu dans le plus grand centre d'enrôlement de Paris. Thomas Guessambi. Se rendre en France pour un constat personnel sur l'avancée de l'enrôlement des Ivoiriens qui y vivent. C'est la mission que s'est donnée Youssouf Bakayoko en milieu de semaine. Entrant dans le cadre précis de la révision de la liste électorale de 2010, ce voyage a conduit le président de la CEI au 27 rue Codillo à Saint-Ouen, dans le plus grand centre d'enrôlement en région parisienne. La liste électorale doit être ouverte. Elle doit contenir tous les requérants qu'ils souhaitent, bien entendu, et en même temps, elle doit être incontestée. C'est ce que nous faisons ici en France, comme dans les autres capitales européennes, et bien entendu en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce que j'observe, c'est que sur la base du rapport qui m'a été fait, les Ivoiriens viennent se faire enrôler pour participer aux futures élections. Heureux de voir le premier responsable des élections en Côte d'Ivoire les visiter, les agents enrôleurs lui ont rendu compte de l'évolution des choses. À côté des agents enrôleurs, les intéressés, eux, apprécient la démarche. C'est la première fois que je fais mon enrôlement ici en France. Donc je trouve que ça s'est bien passé dans de bonnes conditions. L'enrôlement pour la révision de la liste électorale de 2010 a débuté en France depuis le 16 juin dernier pour prendre fin le 30 du même mois comme dans toute la diaspora. En politique, l'ouverture ce matin des assemblées générales électives des femmes et des jeunes du PDCI-RDA. Thème de ces assises statutaires, femmes et jeunes unis pour un PDCI conquérant face aux enjeux de 2020. Le compte-rendu de Mamadou Kouassi. Leur mise en place fait partie de l'une des résolutions les plus importantes du 12e congrès ordinaire du PDCI-RDA. Ce sera chose faite dans quelques heures. Les structures en charge de la jeunesse et des femmes verront le jour au cours de ces assemblées générales électives. Ces femmes qui sont venues, qui sont les grandes électrices, qui sont les présidentes élues au niveau des départements et des communes, ce sont celles-là qui vont porter leur choix sur les présidentes nationales, urbaines et rurales. Donc, tout est clair, transparent. À ces jeunes-là, nous leur demandons de se tenir prêts pour relever les défis futurs. Le premier défi que le président Arikona Bédié nous donne de relever, c'est l'élection du président Alassane Ouattara au premier tour en octobre prochain. Après cela, qu'il fasse en sorte que le PDCI soit toujours ce parti, le parti premier, le parti le plus grand de la Côte d'Ivoire, pour que nous puissions relever le défi de 2020. L'ouverture des travaux a été l'occasion pour le secrétaire exécutif, le professeur Maurice Kakoudikawe, représentant le président Arikona Bédié, de rappeler le rôle des jeunes et des femmes dans la redynamisation du PDCI-RDA.
car il faut selon lui un PDCI fort et uni pour la reconquête du pouvoir en 2020. Le président Henri Bédié a un double objectif. D'une part, relever les défis de la victoire éclatante du RHDP avec la candidature d'Alassane Ouattara en 2015 et d'autre part, faire accéder le PDCI-RDA au pouvoir d'État en 2020 dans des conditions optimales. Le professeur Maurice Kakou-Dikaou exhorte également les différents candidats à maintenir la flamme de la cohésion et de la paix. Chez les jeunes, ils sont 14 candidats pour 2 postes, à savoir la présidente de la JPDCI urbaine et celle de la JPDCI rurale. Les femmes ont quant à elles 4 candidates pour l'UFPDCI urbaine et 2 pour l'UFPDCI rurale. Femmes et jeunes unis pour un PDCI RDA conquérant face aux enjeux de 2020 est le thème de ces assemblées générales électives. À Daloa, le bureau régional de la Fédération des femmes de la Bago a été installé. Le ministre Mathieu Baboudaré a invité ces femmes à s'inscrire sur la liste électorale. Thérèse Tapeyoboué. Elles étaient 3000 femmes, originaires des départements de Bundiali, Kouto, Tengrela, résidant à Daloa, à se retrouver à la place Gbemani de la grande mosquée de Daloa. Elles répondaient ainsi à l'appel de la Fédération nationale des femmes de la Bagoué pour l'investiture de la présidente de leur bureau régional. Un bureau régional présidé désormais par Masseni Touré. Lutter contre la pauvreté par la création d'activités génératrices de revenus, sortir les femmes de la misère par le regroupement coopératif. Tels sont les objectifs de la Fédération nationale des femmes de la Bagoué. Nous comptons sortir de l'informel pour nous engager dans la création d'unités agro-industrielles, de transformation de nos productions agricoles pour maximiser nos revenus et être de véritables opérateurs économiques. Plusieurs cadres et élus de Daloa ont vivement salué ce regroupement de femmes qui œuvrent pour leur autonomie. Parrain de la cérémonie, Mathieu Daré Babo, ministre des Eaux et Forêts. Il a invité les femmes à œuvrer afin de donner un second mandat au président Alassane Ouattara. Pour pouvoir donner ce second mandat au président, il faut que nous soyons tous électeurs. Et pour être électeur, ça commence par notre inscription sur la liste électorale. Et votre mobilisation à l'inscription sur la liste électorale va indubitablement entraîner vos maris et vos enfants qui ont au moins 18 ans à s'inscrire sur cette liste. Le conseiller spécial du chef de l'État chargé de la jeunesse, Mamadou Touré, a assisté à la cérémonie. La Fédération des femmes de la Bagoué revendique à ce jour un peu plus de 5000 membres repartis sur toute l'étendue du territoire national. Eux également ont été invités à s'inscrire le plus tôt sur la liste électorale. Les membres de la coordination du RHDP de Cocody, avec à leur tête leurs présidents, ont été investis ce samedi. Installation faite par la ministre de la Communication, Maître Afoussiata Bamba Lamine, Doigt des Lasers. C'est la salle de réunion du siège du Rassemblement des Républicains, RDR, qui a été choisie pour l'installation de la coordination locale du RHDP de la commune de Cocody. Les militants de cette coalition n'ont pas manqué ce rendez-vous. Ils ont été invités à participer massivement au processus d'inscription sur la liste électorale, seul moyen selon Afoussiata Bamba Lamine de garantir un taux de participation élevé du RHDP aux élections présidentielles en octobre prochain. Ces deux adversaires sont lesquels? C'est d'abord l'absence d'inscription sur les listes électorales. Donc pour cela, nous avons appelé tous nos militants à aller se faire recenser, à aller vérifier que son nom qui a été porté sur la liste électorale correspond au nom que l'on a sur sa pièce d'identité. Le deuxième adversaire, naturellement, c'est le taux de participation. Donc la coordination locale doit mobiliser de nouveau les militants pour aller voter. Le coordonnateur du RHDP de la commune de Cocody, Mathias Aka-Ngoa, dit être conscient de cette lourde responsabilité. Il entend relever le défi avec les 50 membres qui composent sa coordination. Ce message, c'est une feuille de route. Nous allons exécuter comme des bons militants cette feuille de route. C'est les conditions pour porter le président Alassane à la magistrature suprême avec un score très élevé pour lui dire merci. La coordination du RHDP de Cocody a pour mission de sensibiliser les militants pour la victoire de leur candidat
Dr Alassane Ouattara. Elle devra également veiller à la cohésion sociale entre les militants afin que leur objectif soit atteint au soir des élections présidentielles en octobre 2015. Dans l'actualité politique toujours, cette tournée du ministre d'État Albert Mabry-Twaqueuse dans l'Ouest ivoirien, à raison de ce déplacement, la participation à des activités d'investiture de chefs de canton, le point avec Thomas Gussambi. Thomas Lucien, alias Mabéa II, désormais nouveau chef du canton Loleu dans le département de Zouaounien. Témoins de son investiture, les représentants des peuples Niabois et Gouro, alliés des Yakuba, des cadres, l'ensemble du corps préfectoral, mais surtout le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Twaqueuse. Saisissant l'occasion de cette investiture, Albert Mabry-Twaqueuse, en sa qualité de fils de la région, a invité ses parents au vivre ensemble, un concept si cher au chef de l'État. Pour lui, les chefs ont un rôle important à jouer dans la réconciliation. Ils doivent contribuer à consolider la cohésion sociale et à valoriser nos us et coutumes. C'est d'ailleurs l'une des raisons, dira le ministre du Plan, qui a amené le président Alassane Ouattara à les doter d'un statut légal. Il a pour finir invité les cadres à l'union, gage du développement de la région. Toujours dans la même dynamique, cette fois au pied du Mont-Bien, Mabry-Twaqueuse parraine la cérémonie de remise de l'arrêté consacrant la nomination de Diomandé Tropierre en qualité de chef de village de Biankouma. Dans son adresse ici, le ministre d'État invite la population à la cohésion, la clé du développement. Au nouveau chef investi, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, a demandé d'œuvrer à l'union de fils et filles du département de Biankouma. Il a surtout insisté sur la nécessité pour le nouvel auxiliaire de l'administration de promouvoir l'unité et la cohésion au sein de la population. Dans un autre registre, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, veut apporter une solution aux nombreux problèmes posés par le changement climatique dans son espace. L'institution sous-régionale a présenté ses solutions au cours d'une table ronde tenue à Bruxelles. D'abord, assurer l'autosuffisance énergétique dans les différents États membres. Mamadou Kwasi. La déforestation, l'une des causes du changement climatique, gagne chaque année du terrain en Côte d'Ivoire et dans les autres pays de l'espace UEMOA. Cette situation inquiète les élus locaux, porte-voix des populations, premières victimes de ce phénomène. Comme je dis que le changement climatique est vécu, aujourd'hui, l'harmattan qui souffle, hier ça était aux frontières du Burkina, aujourd'hui l'harmattan souffle à Abidjan, ce qui veut dire qu'il y a eu la déforestation, donc des dégâts énormes au cours des 50 dernières années, et donc les territoires doivent tenir compte de tout cela. En route pour la COP21, construire des politiques territoriales de lutte contre le changement climatique, fondées sur l'autosuffisance énergétique. C'est le thème de cette table ronde. Une activité qui a réuni à Bruxelles en Belgique plusieurs experts en matière de développement durable et de l'élus locaux. Au cours de cette assise, l'UEMOA a apporté ses solutions à ce problème qui menace les 80 millions d'habitants de son espace. Le commissaire de l'UEMOA en charge de l'énergie, de l'industrie et du développement touristique a rappelé que son institution met au cœur de cette lutte les collectivités territoriales. C'est pourquoi il salue la collaboration entre le Comité européen des régions et le Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA. Pour lui, il s'agit de permettre aux collectivités de créer de l'énergie renouvelable en vue de faire face aux nombreuses perturbations énergétiques. Porter une attention particulière à ce rôle que pourraient jouer les territoires dans ces programmes et projets. Le deuxième préalable, c'est que dans la dévolution des compétences partagées ou exclusives au sein des États, les États puissent reconnaître certaines compétences à ces territoires, villes ou régions. Et quand je parle de ces compétences particulières, je parle en matière d'énergie, en matière d'environnement, je parle en matière d'urbanisme et je parle en matière de transport, car ce sont là les sources aussi de pollution. Le rapport de cette rencontre sera traité au cours du sommet mondial sur l'environnement qui se tiendra à Paris en décembre 2015. Mais avant, les élus locaux africains donneront de la voix au cours du forum sur le changement climatique prévu à Yamoussoukro du 24 au 25 juin prochain. Même si elle a été moins violente hier et aujourd'hui, la saison de pluie n'a pas dit son dernier mot. Dans plusieurs quartiers d'Abidjan, les habitants se disent menacés par certaines constructions. C'est le cas à Riviera Faya où des bâtiments s'écroulent au fil des averses.
et les débris retombent sur des habitations. Les riverains en appellent à la démolition de ce chantier, sujet qui a attiré l'attention de notre reporter Serge Coléa, son constat. La famille Anit, logée à la Riviera Faya, a le sommeil troublé en cette période de pluie à Abidjan. Et pour cause, quand il pleut, les bâtiments du chantier contigus à leur habitation se fissurent, s'affaissent et s'écroulent par endroits. La dernière pluie en date a encore fait des dégâts. La cuisine a pris un coup. Donc c'est comme ça que nous avons quitté l'autre maison. On s'est mis, disons même, on avait quitté même la maison, on était allé chez notre frère. Mon souhait, c'est que le ministère vienne jeter un coup d'œil, voir réellement ce qui se passe et détruire l'immeuble. Parce que je ne suis pas en sécurité avec mes enfants. Sur le chantier, une machine s'attelle à dégager un des bâtiments qui n'a pas résisté à la pluie. Le propriétaire du chantier absent, un de ses proches, tente de donner des explications. On a décidé d'envoyer un caterpillar pour qu'il vienne faire son travail en même temps. Pour ne pas que ça gêne les autres bâtiments en fait. C'est le milieu seulement qui a été touché. La construction n'a pas été faite en tant que telle. Vous observez avec moi que les matériaux de construction ne sont pas de point. Vous voyez ce qui est juste à côté. Ça envoie comme on appelle, de s'écrouler d'un moment à l'autre. Visiblement, ce chantier, avec ses bâtiments aux murs fissurés, constitue un véritable danger pour les populations. Bienvenue à tous dans la page culture. Avant l'entretien avec l'invité de cette tribune, suivons les temps forts de la cérémonie de dédicace de l'œuvre à l'étrange marche d'une prophétie. Elle a été produite par Koné Aboubakari Siddiq. À travers l'ouvrage, l'auteur fait une analyse du pouvoir en Côte d'Ivoire de 1940 à 1990. Le point avec Marie-Christine Akpro et Herman Niamien. Étrange marche d'une prophétie, c'est l'œuvre littéraire que vient de mettre à la disposition des lecteurs le professeur Koné Aboubakari Siddiq. En faisant fond sur les prophéties qui datent de 1940, de celui que bien des personnes qualifiaient de marabout et que lui choisit d'appeler mage, le vieux Karamoko Dierasouba, Koné Aboubakari Siddiq veut à sa façon contribuer à une meilleure compréhension du destin de la Côte d'Ivoire. Pour lui, Karamoko Dierasouba, l'homme qui avait prédit l'extraordinaire destin de Félix Houphouët-Boigny, mérite d'être suivi dans ses visions sur la Côte d'Ivoire. Toutes les lectures ont été faites, sauf lecture d'un pacte que nous avons trahi. Il faut sonder le pacte. Est-ce qu'il est réel? Est-ce que ce sacrifice a été réel? Donc j'ai fait une lecture à partir des principes spirituels, parce qu'il y a des lois spirituelles. Le professeur Konaté Yakouba, qui a écrit la préface de cette œuvre, lui vient apporter de l'eau au moulin de l'auteur. Et le mage annonce une histoire politique de la Côte d'Ivoire où Houphouët-Boigny adviendra au pouvoir. Il va bénéficier d'un règne tranquille de 3 décades, plus une prolongation d'1 an par décade, ça fait 33 ans. Selon les termes de cette prophétie, la succession droite du père de la nation, qu'est Félix Houphouët-Boigny, conduit à Alassane Ouattara. Publié aux éditions Saint-Sauveur, ce livre contient 246 pages divisées en 5 parties. Il est constitué de 30 chapitres. L'œuvre a été écrite par Koné Aboubakari Siddiq, géographe, théologien, médecin et enseignant-chercheur. Il y a certainement un lien entre l'étrange marche d'une prophétie, l'œuvre de Koné Aboubakari Siddiq que nous venons de découvrir, et celle qui est au cœur de l'entretien de la page culture ce soir, le Panthéon des présidents, un livre d'Adam Konaté. C'est aussi un roman qui retrace l'histoire de la Côte d'Ivoire avec les différentes successions à sa tête et les différentes crises qu'elle a connues. Le Marabana, c'est le pays dont l'histoire est racontée dans l'œuvre d'Adam Konaté, intitulée Le Panthéon des présidents. À travers la mort de son premier président, le père fondateur dénommé Gonibi, va s'en suivre une succession de faits et de présidents. À commencer par l'arrivée au pouvoir du neveu et héritier Belaou, qui mettra tout en œuvre pour écarter de la course au pouvoir son principal adversaire, Doualish, alors Premier ministre. Le Panthéon des présidents retrace en réalité l'histoire de la Côte d'Ivoire à la veille du décès de feu le président Félix Houphouët-Boigny, jusqu'à l'accession au pouvoir du président Alassane Ouattara
en passant par les différentes crises qu'a connues le pays. À travers le périple du prince déchu Kounadia, neveu de Belaou, l'auteur met à nu l'autre visage du pays, cette face cachée qui est la misère du peuple que les dirigeants de Marabana ont toujours dissimulé en présentant le pays comme étant béni de Dieu. Adam Konaté, dans le Panthéon des présidents, dépeint les maux qui minent la société, entre autres l'insécurité, le banditisme, la corruption et la pauvreté. Dans cette œuvre romanesque de 197 pages, divisée en 2 parties, l'auteur propose des solutions pour l'accès au développement des pays africains en incitant au travail et au civisme. Adam Konaté appelle également à la pratique de la démocratie, gage de paix, de stabilité et de développement. Adam Konaté, bonsoir. Bonsoir, M. Djarasouba. On vient de le voir à travers le reportage, à travers cette œuvre, vous faites des propositions pour le développement de l'Afrique. Quelles sont-elles? Effectivement. Merci, M. Djarasouba. Je suis très heureux de venir à cette tribune, à cette grande audience de 20h. Et le Panthéon des présidents est en réalité une contribution pour une éducation, source de paix et de développement. Et tout le monde le sait, il y a eu des moments tragiques en Côte d'Ivoire. Et donc, il est temps d'en sortir. Nous allons vers un autre virage qui est les élections à venir. D'accord, on aura l'occasion d'y revenir. Mais dites-nous déjà, quelles sont les propositions que vous faites dans cette œuvre pour une Afrique développée? Bien, d'abord l'éducation. C'est le seul levier capable de nous sortir de cette situation. Depuis 1960, où le pays a accédé à l'indépendance, le père de la nation a fait cette promesse de développement et de paix. Malheureusement, nous avons connu la guerre. Et on ne va pas au développement dans des conditions où l'éducation n'est pas assez coriace. Plusieurs auteurs relatent l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, à travers toutes les crises que le pays a connues. Quelle est la particularité du Panthéon des présidents? Bien, le Panthéon des présidents, j'ai d'abord pensé à un essai. Je veux un grand public, et notamment dans le milieu de l'éducation. Et donc j'ai choisi le roman. Et il y a une intrigue, et la trame de fond, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et donc, je pense que les œuvrants doivent lire cet ouvrage, et ça va contribuer à apaiser les esprits. Et Inch'Allah, on ira vers des élections apaisées. Vous le dites, hein, la trame de l'histoire, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire, évidemment. Oui. Est-ce qu'il y a des moments forts qui ont retenu votre attention, par exemple, dans cette œuvre? Bien. Et il faut dire que le Forum de la réconciliation nationale en 2001 a été le déclencheur du projet d'écriture de cet ouvrage. Et en assistant à ce forum, j'ai entendu des discours et j'étais avec mon neveu qui m'a posé une question sur un monsieur qui expliquait la mort de son fils. C'était vraiment tragique. Ce n'était qu'un adolescent de 5 ans et donc c'est pour lui que j'ai en quelque sorte écrit cet ouvrage et de façon plus étendue à tous ceux qui avaient 5 ans à cette époque et qui ont aujourd'hui 19 ans. En évoquant par exemple cette drame-là, vous ne pensez pas que vous avez là l'occasion de remuer le couteau dans la plaie? Non, pas du tout. J'ai dit tantôt que c'est une contribution pour une éducation source de paix et de développement. Et donc, quand on lit cet ouvrage, ça doit pouvoir nous apporter quelque chose en termes d'éducation. Et quand nous sommes allés à la guerre, c'est un constat clair, on ne peut plus courir le risque de se tromper en disant qu'il y a un sérieux problème d'éducation qui se pose en Côte d'Ivoire. Les parents semblent avoir démissionné. Et donc, il faut que tout le monde puisse prendre conscience et réorienter l'éducation de sorte à éviter une autre tragédie à la Côte d'Ivoire. Adam Konaté, il y a un fait qui a attiré notre attention agréablement. Vous êtes diplômé de l'INPHB, vous êtes polytechnicien donc, en génie mécanique et productique. Comment êtes-vous arrivé à la littérature, à l'écriture? Bien, merci M. Djarasouba. Il faut dire que je n'étais pas d'abord prédestiné pour aller à l'école. Je suis un ancien élève d'école coranique. Mon père voyait à travers... c'est une école aussi. Oui, c'est une école. Mais mon père voyait à travers l'école française un chemin de perdition. Et donc, il reçoit un jour une lettre de mon frère aîné qui est parti en Égypte faire des études dans une université islamique. Et il fait un mois pratiquement, il ne trouve personne pour lire la lettre. Il va dans un village voisin et c'est là qu'il trouve la solution. Ironie du sort, mon grand frère lui demande dans sa lettre, il faut maintenant t'orienter vers l'école française parce que nous sommes déjà des victimes de ce choix que tu as fait uniquement pour l'école coranique. Et il revient, 2 semaines après, il fait le triste constat des commis des coopératives agricoles. Ça donne à des pratiques de vol quand il paie ses productions agricoles. Donc, ces 2 événements l'ayant marqué, il a décidé donc de me jeter à l'école française. Et donc, c'est au Surin finalement que j'ai eu la passion pour les lettres, avec les sonorités, les assonances des textes.
Voilà. C'est une histoire passionnante qu'on aura certainement le loisir de découvrir sur d'autres plateaux télé. Alors, Adam Konaté, c'est votre première œuvre, ce sera la dernière, ou vous êtes sur d'autres projets en ce moment? Non, pas du tout, M. Deransouba, il faut dire que c'est ma 3e production littéraire, heureusement qui sort aussi en première position. Donc j'ai d'autres ouvrages dans le tiroir. D'accord. Merci à vous, Adam Konaté, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cette œuvre, Le Panthéon des présidents, qui retrace l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis l'indépendance, à travers également toutes les crises que le pays a connues. Merci. On termine ce journal à l'étranger, principalement avec la Grèce, qui a envoyé aujourd'hui une délégation à Bruxelles pour négocier avec ses créanciers, l'Union européenne et le Fonds monétaire international, et éviter ainsi un défaut de paiement. Le gouvernement Tsipras s'attend donc à un compromis difficile, il a annoncé aujourd'hui. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. À très vite. Bonsoir.